Говорит Москва. En ce moment, c'est un peu un jeu de bulles, c'est-à-dire que chacun essaye de tirer la couverture à soi. Il y a à peu près une trentaine d'hommes politiques et de femmes politiques qui se sont prêts à dire bah tiens, je vais me présenter. Enfin, ça devient totalement ubuesque. Il y aurait peut-être aussi même Christine Lagarde qui a donné d'une façon assez incroyable, elle a donné sa démission donc de la BCE. Ouais. En octobre, si j'ai bonne mémoire, en octobre 2026, donc cette année. Bonjour à tous chers amis, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Il fait 14 degrés ici à Moscou, hein, pour ceux qui ont très très chaud. Voilà. Nous recevons un invité de marque, c'est la deuxième fois qu'il vient, il était venu en juillet de l'année dernière et il revient cette année, c'est Claude Janvier. Alors, pour ceux qui nous suivent sur YouTube, je vous demanderai évidemment de ne pas manquer de mettre le pouce en l'air, de commenter, etc. Tout le monde vous le dit sur YouTube, je sais, ça fait progresser l'algorithme, c'est pour ça qu'on vous le dit. Et je vous demanderai donc d'y être particulièrement attentif, ça nous aide beaucoup. Pour ceux qui écoutent sur l'autre plateforme, c'est-à-dire la plateforme que j'héberge, eh bien, vous aussi, vous pouvez éventuellement, alors pas mettre un like, mais commenter, bien entendu, et vous pouvez aussi le relayer à tous vos amis ou sur tous vos réseaux. Là aussi, ça nous aide beaucoup. Sachez que il n'y a théoriquement pas de différence entre les deux podcasts, c'est-à-dire celui qui est hébergé sur ma plateforme personnelle jacquesfrantz.com et sur celui qui est sur YouTube, à ceci près que parfois sur YouTube il peut y avoir de l'autocensure étant donné que les règles de la communauté sont ce qu'elles sont et évidemment sur la plateforme que j'héberge elles ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, tenez-vous le pour dit, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas si les deux podcasts divergent, c'est énorme, eh bien, je vous le dirai, je n'oublierai pas. Voilà. En attendant, comme l'entretien avec Claude Janvier est assez long, eh bien, je vous propose d'arrêter ici mon blabla et je vous retrouve tout de suite. Bonsoir Claude Janvier. Bonsoir, merci pour l'invitation. Mais merci parce que merci d'être revenu parce que vous étiez venu l'année dernière au mois de juillet et vous me faites le plaisir de revenir. Vous m'aviez promis, hein, je vous avais demandé est-ce que vous reviendrez, vous m'avez dit oui. Donc tant promis, tant tenu, vous êtes là, merci beaucoup. Voilà, mais moi je peux toujours revenir encore, il n'y a pas de souci. Eh ben écoute, venez quand vous voulez, hein. Vous savez ici, il suffit de pousser la porte et puis vous êtes toujours le bienvenu. Alors bon, je sais que ça fait dire à certains que Jacques Frantz n'interviewe que ses amis. Moi, c'est vrai que je ne fais pas du tout de complaisance, ça c'est pas vrai. Par contre, effectivement, j'ai plaisir à réunir une communauté de pensée. Les journalistes mainstream ne se gênent pas, n'est-ce pas? Exact. Claude Janvier, Oui. l'année dernière, à ce même micro, je vous avais gentiment reproché de ne pas nous remonter le moral. Eu égard à la situation politique, et géopolitique, nous avons parlé du national et de l'international, en commençant d'ailleurs par l'international, puisque nous avions parlé de Trump. Et j'ai envie de vous demander cette année, notamment avec l'approche des présidentielles, tout ça, les gens qu'on expulse, les gens qu'on prive de tout moyen de subsistance parce que on les soupçonne à tort ou à raison d'avoir des accointances et des proximités avec la Russie, etc. Est-ce que, malgré tout ça, est-ce que vous arrivez à nous présenter quelque chose où on pourrait se dire ça va mieux? Ah,
Eh bien, j'ai bien peur de ne pas encore vous remonter le moral. Vous savez que Mais quand on me remonte pas le moral, on n'est pas payé, hein. ah mince, alors ça Vous j'aurais n'allez pas faire dû. fortune. Ah mince, j'aurais pas dû dire ça. Trop tard. Hein. Trop tard. Non, bah écoutez, honnêtement, alors quoi dire là-dessus? C'est vrai que remonter le moral quand on enquête beaucoup et qu'on rassemble toutes les preuves qui traînent de ci, de là, c'est un peu compliqué. Ceci étant, enfin moi c'est un peu ma philosophie d'ailleurs, plus je pense que plus l'on comprend les choses et les tenants et les aboutissants, et plus on est à même armé, je dirais entre guillemets, dans le sens figuré, pour faire face à la répression, pour faire face à l'oppression, parce que c'est ça en fait. Hein, si on comprend pas exactement les tenants et les aboutissants, que ce soit dans la politique intérieure de son propre pays ou que ce soit en géopolitique au niveau international, et quand on comprend pas bien qui sont réellement les donneurs d'ordre et pour qui ils agissent et pourquoi et dans quel but, c'est vrai que malheureusement, un citoyen moyen va être ballotté à gauche, à droite pour un beau jour, ma foi, se prendre tout à coup un immeuble sur la tête, ça c'est une image, bien évidemment. J'ai compris. Encore que, encore que, malheureusement, dans certains pays, c'est malheureusement au sens propre du Oui, c'est terme. des tours, hein. Voilà. Et donc, et tout d'un coup, les personnes se comprennent pas ce qui se passe. Pourquoi ça m'est tombé dessus? Ben voilà, ce qui est intéressant, c'est d'arriver à comprendre les tenants et les aboutissants pour anticiper tout ça, et puis à un moment donné, dire stop, quoi, dire stop aux lois liberticides, aux ordres liberticides, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Voilà. Alors, Donc, on aurait dû peut-être finir par ça au lieu de commencer par ça, mais je me pose quand même. c'est pas grave. Non, non, oh non, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. On est encore là pour une heure. Mais simplement, est-ce que aujourd'hui, euh, il y a des raisons d'espérer, c'est-à-dire que vous avez dit dire stop. Qui est en mesure aujourd'hui de dire stop? Qui a dit stop? Est-ce que la résistance s'organise? D'abord, existe-t-elle? Alors il y a des gens comme vous, effectivement, mais vous, enfin, c'est pas un mais, hein, c'est pas absolument pas restrictif. Vous êtes un analyste et pour l'action, on a besoin d'analystes. Mais est-ce que aujourd'hui, il y a les acteurs qui seraient euh, susceptibles de changer la donne? Ah, alors ça c'est une vaste question. C'est-à-dire que en réalité, Vous avez 4 heures. c'est pas mal. En 4 heures, je vais peut-être pouvoir y arriver. Non, je pense qu'on va simplifier un peu parce que 4 heures, nos amis internautes vont trouver ça quand même un peu long, un peu long. Pas faux. Mais non, non, tout le problème, c'est un peu, voilà. Alors, pour mettre de l'ordre et essayer d'expliquer tout cela à peu près dans l'ordre. Je veux dire, si une majorité de gens aujourd'hui avaient conscience de pas mal de choses, ils seraient effectivement en mesure de dire non. Après tout, personne n'est obligé d'obéir, surtout quand des ordres émanant d'un État, quel qu'il soit d'ailleurs, sont liberticides et menacent donc la survie de chacun avec sa famille, son environnement, etc., etc. Bon, ça, c'est le premier des points. Après, faut avoir une certaine dose de courage pour le faire. Et malheureusement, j'ai pu constater au cours de ma vie que des gens courageux, il n'y en a pas beaucoup. Et beaucoup de gens ont adopté une philosophie du moi, je ne veux pas d'ennui, je passe sous le radar, je mène ma petite vie et tout va bien. Voilà, donc on souffre aujourd'hui, et pas qu'en France d'ailleurs, je pense que c'est un problème international, on souffre d'une majorité de gens qui ne se rendent pas vraiment compte de ce qui se passe
qui se font malheureusement laver le cerveau par des médias propagandistes, des médias de masse, et un beau jour, cette majorité de gens peut devenir extrêmement violente et déchaînée. C'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui comprennent pas pourquoi de simples citoyens deviennent complètement cinglés quand ils ont un fusil entre les mains ou une baïonnette, etc., etc. Donc ça, alors en fait, plus il y aura une majorité de gens, comme je le disais précédemment, qui vraiment comprennent les tenants et les aboutissants, et là, au niveau international, et plus effectivement les gens tout d'un coup pourront sortir de leur bulle et commencer à agir. Alors après, le problème, c'est que au niveau international, l'élite mondialiste, en fait, se cache très très bien. Et là, je parle bien sûr de la haute finance internationale qui, en fait, dirige réellement le monde entier. Alors, vous savez, Jacques, je suis en train de préparer, non, vous le savez peut-être pas, mais j'ai un nouveau livre qui devrait sortir fin de l'automne, début de cet hiver. Et le titre, j'ai pas encore le titre, mais les sujets, c'est BlackRock, Vanguard, Palantir, Epstein et les réseaux ARP, et quels sont les liens entre tout ce beau monde. Vous voyez un peu vous Il y a voyez un beaucoup peu, à dire. il y a beaucoup à dire. C'est un gros Il y avait bouquin? aussi, pardon? Ce sera un gros bouquin? Non. Je l'ai simplifié au maximum. J'ai réuni, ça fait quand même de longues années que je réunis des preuves, parce que le problème, voilà, le problème, c'est de réunir suffisamment de preuves, mais vérifiées, bien sûr, de sources documentées, d'arriver à amalgamer tout ça, d'arriver à expliquer tout ça pour qu'une majorité de gens puissent comprendre. Parce que c'est à la fois simple et compliqué à comprendre. Alors, en fait, pour résumer un peu tout cela, il est bien évident, et là c'est prouvé, que aujourd'hui les monstruosités financières telles que BlackRock et Vanguard dirigent la planète. Elles dirigent la planète parce que elles ont une puissance énorme. À titre d'exemple, BlackRock gérait, quand j'avais écrit mon premier livre en 2023, qui s'appelle Les Démasqués qui dirigent réellement le monde, où je traitais déjà des sujets de BlackRock Vanguard. Quand j'avais donc écrit ce livre en 2023, BlackRock gérait à peu près 9 000 milliards d'actifs. Quant à Vanguard, gérait à peu près 7 000 milliards d'actifs. Aujourd'hui, nous sommes en 2026, donc 3 ans plus tard. BlackRock vient de dépasser les 15 000 milliards de dollars en gestion d'actifs, et Vanguard a dépassé, est en train de dépasser les 12 000 milliards de dollars en gestion Oui, d'actifs. donc ils ont Ce qui presque veut dire, doublé, hein. voilà, voilà, c'est ça. En presque 3 ans, ils ont presque doublé. En fait, ils sont omniprésents dans tous les pays du monde entier, excepté la Fédération de Russie, où effectivement BlackRock n'est pas rentré, Vanguard non plus d'ailleurs, à leur grand désarroi. Il n'y a qu'un dérivé d'un ETF. Un ETF, c'est un produit financier, hein, qui a été inventé dans les années fin des années 90 aux USA, et qui a commencé à venir en Europe à partir des années 2001, donc au moment où nous sommes passés en gros à l'euro. Et donc, il y aurait un ETF poussé par BlackRock qui serait présent à la bourse de Moscou. Mais là encore, avec des restrictions. À part ça, BlackRock Vanguard n'ont jamais pu mettre les pieds en Fédération de Russie. BlackRock Vanguard sont présents en Chine, sont présents donc dans les grandes places financières asiatiques, notamment Hong Kong, Shanghai et Singapour, avec des restrictions bien sûr que leur impose le Parti communiste chinois, aux grandes dames d'ailleurs de BlackRock et Vanguard, mais ils sont un peu coincés. Mais ceci étant, ils ont quand même pignon sur rue à Hong Kong, Shanghai et Singapour. Mais est-ce que, pardon de vous interrompre, est-ce que Oui. BlackRock et Vanguard ne détiennent pas, plus ou moins directement, des actifs russes quand même?
C'est pas si évident que ça. A priori pas. A Ouais. priori pas. Maintenant, j'ai pas, non, c'est pas si évident que ça. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que voilà, je vais vous révéler un peu quelque chose à propos de Vanguard, parce que BlackRock et Vanguard sont actionnaires évidemment chacun de part et d'autre. Ce qui veut dire que quand, bah, par exemple, ils sont actionnaires tous les deux de toutes les grandes sociétés du international. Je parle ici évidemment de grandes sociétés. Par exemple, toutes les sociétés françaises du CAC 40, toutes BlackRock et Vanguard sont actionnaires de toutes nos grandes sociétés françaises. Elles sont actionnaires de toutes les grandes sociétés américaines, quasiment asiatiques aussi. Mais elles sont actionnaires de tous les médias américains et de tous les médias du reste du monde d'ailleurs. Toujours pareil, excepté pour l'instant la Fédération de Russie. Alors après, ce qui m'a toujours un peu interpellé, c'est Vanguard. BlackRock, bon, j'avais cerné en gros le problème. Vanguard m'a toujours interpellé parce que cette société n'est pas cotée en bourse. Ça m'a quand même interpellé. Je sais qu'il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui sous la dénomination de private equity, donc des fonds privés qui ne sont pas cotés en bourse, mais vu la taille de Vanguard, ça m'a quand même interpellé. Et en réalité, après enquête, Vanguard aurait été fondé par un certain John Bogle, qui venait à peu près de nulle part. Et ça me paraissait un peu étrange que ce monsieur, tout d'un coup, surgisse de nulle part et crée quand même un véritable empire. Ça peut arriver, mais c'est toujours étrange. Et en réalité, les fonds ont été amenés pour la création de Vanguard de par les 13 grandes familles les plus riches au monde. Et là, vous en connaissez au moins deux, puisque c'est les Rothschild et les Rockefeller. Et après, il y en a d'autres comme les Vanderbilt, Orsini, Dupont de Nemours, la famille Morgan, la famille royale d'Angleterre aussi, non pas par son immense richesse, mais par aussi son carnet d'adresses et ses connexions avec la City de Londres. La City de Londres, soit dit en passant, qui est entièrement sous la coupe de Vanguard, d'ailleurs, ainsi que Wall Street. Voilà, ça, ce sont les 13 familles qui ont fondé Vanguard. Évidemment, elles apparaissent nulle part, mais à force de couper et de recouper les informations, on finit par en déduire que ce sont vraiment elles qui ont créé Vanguard et qui sont toujours derrière Vanguard. Bogle, d'ailleurs, le soi-disant créateur de Vanguard, a été évincé de la présidence de Vanguard quelques années plus tard pour être remplacé par quelqu'un de totalement inconnu. Donc là, ça confirme encore plus, effectivement, l'omniprésence des énormes familles. Alors, ce qui est intéressant avec Vanguard, c'est que, comme je l'ai souligné, Vanguard n'est pas coté en bourse, donc personne ne peut réaliser une OPA sur Vanguard. Personne donc ne peut venir actionnaire de Vanguard. Vanguard, donc, ce sont des capitaux privés. Ils gèrent en plus énormément de capitaux pour 30 millions à peu près d'investisseurs que eux choisissent bien évidemment. Et donc comme ça, en fait, c'est une monstruosité financière totalement indépendante. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous vous intéressez de près à ce sujet, ce qu'il faut comprendre, c'est que par exemple, les Rockefeller sont omniprésents, ont toujours été omniprésents, tout comme les Rothschild d'ailleurs, ont toujours été omniprésents dans toutes les créations des clubs secrets discrets, c'est-à-dire les Bilderberg, la Trilatérale, Bohemian Club, etc., etc., qui en fait sont juste des clubs secrets discrets qui ont été créés par eux pour déjà créer des réseaux, trouver des gens corruptibles, trouver des gens qui allaient bien entendu leur obéir au doigt et à l'œil, à partir du moment où ils sont correctement payés et où ils bénéficient d'un luxe assez prépondérant. Donc voilà le tableau. Donc après, quand vous comprenez cela déjà, vous comprenez qui dirige déjà réellement le monde, hein. Et le monde est dirigé vraiment par eux. Il faut comprendre aussi que Vanguard, comme BlackRock d'ailleurs, sont actionnaires de tous les grands marchands d'armes. Et là, je parle des complexes militaro-industriels européens, américains,
Ils ont aussi des participations un peu moins cette fois-ci. Vanguard s'est retiré du marché asiatique et laisse BlackRock faire le sale boulot. BlackRock, évidemment, s'est vu tempéré par les Américains et ne pouvait pas devenir vraiment actionnaire des complexes militaires ou industriels chinois, puisque bon, la Chine est quand même en énorme concurrence commerciale avec les États-Unis. Et pas que, Mais ils sont, pardon, et pas que, et pas que. et pas que commercial. Effecti- Effectivement. Donc voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Et il faut comprendre aussi que BlackRock Vanguard sont actionnaires de tous les grands laboratoires pharmaceutiques. Ils ont pignon sur rue sur toutes les grandes entreprises. Toutes les grandes entreprises, même agroalimentaires, énergétiques, tout au moins occidentales et une bonne partie asiatique, sont sous le contrôle de BlackRock Vanguard. Évidemment, ils sont actionnaires, ils contrôlent toutes les banques mondiales et internationales, comme la BCE par exemple en ce qui concerne l'Europe, etc., etc., comme la BCI aussi d'ailleurs, la Banque d'Angleterre, la banque anciennement la banque française, mais bon, la Banque de France, mais qui aujourd'hui a un rôle secondaire. Évidemment, il contrôle la City de Londres, qui est quand même un organisme totalement indépendant, puisque la City, c'est un statut à part, n'obéit pas à la couronne d'Angleterre. Ils ont leur propre police, ils ont leur propre maire d'ailleurs, ils ont des espèces de prérogatives qui datent de l'époque féodale, tout comme Jersey et Guernesey d'ailleurs, entre parenthèses, soit dit en passant. Et évidemment, ils contrôlent aussi Wall Street et ils exercent un contrôle un peu moins direct sur Hong Kong, comme je l'avais déjà souligné, Shanghai et Singapour. Singapour, un petit régime particulier puisque ce micro-État est très bien géré par un président aujourd'hui. D'ailleurs, il a été très bien géré, ce micro-État, depuis longtemps, avec une fiscalité basse et évidemment une protection de la vie privée et une facilité pour que les entreprises installent au moins leurs sièges sociaux. Donc en réalité, Singapour est énormément riche puisqu'un habitant sur 6 à Singapour est millionnaire. C'est pas mal quand même, c'est pas C'est mal, pas mal. Et des règles de vie très c'est pas mal. strictes. Absolument, à l'asiatique. Mhm, Voilà. absolument. Ça me conduit à une question, Oui. Claude Jonvier. Euh, enfin, pas très récemment, mais il y a quelques temps, notamment au cours de l'année du 2025, il y a eu plusieurs tentatives de règlement du conflit ukrainien et on a vu un balai diplomatique avec Witkoff, Kouchner d'un côté et puis Dmitriev côté russe et d'autres dont le nom maintenant ne me vient pas. Euh, et est-ce que, vu que vous m'avez dit ce que j'ignorais, mais je suis là pour apprendre, c'est pour ça que je vous ai fait venir, et je suis pas le seul, que donc Vanguard ne rentrait pas, BlackRock Vanguard ne rentrait pas en Fédération de Russie. Pour l'instant, c'était fermé. Est-ce que, quelque part, ce n'est pas parce que nous savons donc que malheureusement ces négociations n'ont pas abouti, sinon ça se saurait, mais elles non seulement nous ne savons elles n'ont pas abouti, mais en plus nous ne savons pas pourquoi elles n'ont pas abouti. En réalité, les enjeux de la négociation, nous ne les connaissons pas. Qui a fait que les négociations n'ont pas abouti? Personne ne le sait. Or, ma question est la suivante, et peut-être allez-vous pouvoir m'éclairer, ou peut-être pas, mais en tout cas, je pense que la question vaut d'être posée. Est-ce que, du coup, l'un des enjeux serait pas de rendre moins imperméable la place financière russe à ce genre de pieuvre je sais même pas comment l'appeler, hein, c'est plus qu'une multinationale, enfin ce sont plus que des multinationales. On est d'accord? Qu'est-ce que ça vous inspire? Ce qu'il faut comprendre, si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Russie a été toujours l'objet de convoitises de la part des Occidentaux. Et quand je parle des Occidentaux, je parle
évidemment, plus précisément des anglo-saxons. On est d'accord. Voilà. C'est un vieux fantasme, et fantasme, c'est même des plans anciens où les anglo-américains ont toujours rêvé d'envahir la Russie, Ouais, c'est la de la terre contre la morceler. mer. Voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça, d'envahir la Russie, de la morceler pour pouvoir mieux la piller. Il faut dire aussi quand même que si vous regardez les richesses naturelles de la Russie, elles ont été évaluées par des économistes, pas par moi, à plus de 58 000 milliards de dollars en ressources naturelles. C'est Mhm. énorme. Mais si vous voulez, la Fédération de Russie, c'est un peu la baleine blanche que les anglo-saxons voudraient attraper. Ils n'ont jamais réussi à piller et donc à coloniser d'abord la Fédération de Russie. Ils n'ont jamais réussi. Ils ont failli Il y a, parvenir à la chute de l'Union soviétique. voilà, mais ils y sont pas parvenus grâce notamment au président Poutine, hein. Il faut reconnaître que quand le mur de Berlin est tombé, bon, le PIB de la Russie était quand même pas folichon, pour employer un terme français. Et Boris Helsin, moi, ma foi, n'a pas laissé une grande marque dans l'histoire. Et heureusement que, effectivement, Vladimir Poutine est arrivé et a commencé à faire en sorte de relever la Fédération de Russie pour aujourd'hui voir le niveau de vie qu'il y a en Russie, ici, évidemment, et c'est incomparable par rapport aux années 90. J'en profite Donc, d'ailleurs pour vous dire, excusez-moi, je vous interromps, je vous mets sur pause une seconde pour vous dire oui, que j'ai l'intention de sortir, je sors des podcasts aussi maintenant le dimanche soir, et un des oui. podcasts du dimanche soir sera Poutine et les fantasmes sur Poutine. Voilà. Ah, d'accord. Ok, ok. Voilà. Excusez-moi, poursuivez, je vous en prie. Mais je vous en prie. Donc voilà. Donc après, moi, quand je discute avec des Français qui sont anti-Poutine, parce que malheureusement, à force en France de faire du bourrage de crâne, et là je parle des médias de masse, il y a beaucoup de Français qui comprennent rien et qui malheureusement tout d'un coup développent une certaine russophobie et que Poutine est blabla et que Poutine est blibli, etc., etc. Bon, bref, quand on me pose des questions, je leur dis, vous savez, je ne dis pas que Vladimir Poutine est un saint, tout comme Xi Jinping n'est pas un saint non plus, mais de toute façon, des saints, il n'y en a pas sur cette planète, sinon ça se saurait. En revanche, ce que l'on peut constater, c'est où en était le PIB de la Fédération de Russie, enfin de l'URSS à la fin des années 90 et maintenant de la Fédération de Russie, et où en est le PIB aujourd'hui. Donc, évidemment, force est de constater que le PIB a bien augmenté et que quand même beaucoup de Russes vivent mieux aujourd'hui qu'avant. En Chine, c'est exactement le même cas de figure, c'est-à-dire que quel était le PIB et les conditions de vie des Chinois à l'époque de Mao Tse-tung et quel est le niveau de vie aujourd'hui des Chinois. À l'époque, Xi Jinping, c'est pareil, il n'y a pas photo, le PIB a considérablement augmenté. Alors après, on peut critiquer ces deux présidents. Il y aura toujours des gens pour critiquer, mais après, quand on s'en tient juste aux faits, juste simplement aux faits, effectivement, et à ce qui se passe et à ce qui s'est passé, force est de constater que l'économie, l'industrie, etc., va mieux. Alors, pour en venir après au plan anglo-saxon, les anglo-saxons essayent depuis toujours, et d'ailleurs cette guerre russo-otanienne via l'Ukraine, en est le parfait exemple, puisque cette guerre russo-otanienne via l'Ukraine a tout à fait été fomentée par les USA et par l'OTAN afin c'est toujours pareil, de coloniser et de piller la Fédération de Russie. C'est toujours les mêmes buts sont toujours omniprésents. Et c'est si vrai que quand on analyse un peu tout ce qui se passe, quand on analyse le degré de servilité, par exemple, des dirigeants européens face aux États-Unis, quand on analyse un peu tout ce qui se passe, tous les milliards, par exemple, d'euros qui sont envoyés par l'UE
par chacun des pays de l'UE, par l'UE même globalement, et par les Américains qui en ont envoyé pas mal. On a envoyé entre les USA et l'UE, on a envoyé des milliards et des milliards d'euros Excusez-moi, c'est qui ont normal. servi. C'est normal vu que l'UE a été constituée pour pouvoir piller, pour que les Américains puissent piller l'Europe. Voilà, absolument. Mais de toute façon, les Américains pillent l'Europe depuis 1917. Hein. C'était l'année, comme me disait mon père, qui était né en 17, il m'a dit, je suis né l'année de tous les malheurs. Un jour, je l'ai regardé, je lui ai dit, pourquoi tous les malheurs? Il me dit, en 17, les Américains ont mis le pied en Europe pour piller l'Europe et la France, bien évidemment. Et il m'a dit, il y a eu aussi la révolution bolchevique. C'est ça. C'était mon père. Voilà. Qui n'est pas tout à Mon fait père. terminée d'ailleurs, la révolution bolchevique, entre nous soit dit, mais bon, c'est Ah, ça, encore un c'est autre. ça, c'est possible. Ça, sur ce terrain-là, je ne sais pas. J'avoue que je ne suis pas un spécialiste. Mais donc, voilà où nous en sommes. Et en fait, derrière tout ça, il y a l'hégémonie du dollar. Parce qu'en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis 1947, le dollar a été accepté en 1947 par tous les pays du monde entier comme étant la monnaie de référence, la monnaie internationale des transactions internationales. Accepté ou imposé? Bah, les deux, Hmm. accepté et imposé. Imposé d'abord et accepté par tout le monde. C'est-à-dire que tout Hmm. le monde s'est dit, oui, après tout, le commerce international, eh ben, se fera en dollars. De toute façon, c'est réellement ce qui s'est passé. Alors le problème à l'époque, enfin le problème, non. À l'époque, le dollar était une monnaie forte le dollar était adossé à l'or, avec les accords de Bretton Woods. Maintenant, ce Mhm. qu'il faut comprendre, c'est que dans les années 70, alors je me souviens jamais avec Nixon si c'est 71 ou 73, j'avoue j'ai un trou dans la date, mais enfin c'est dans ce secteur-là où Nixon, un beau jour, a donné un coup de pied dans les accords de Bretton Woods et a décrété que les accords de Bretton Woods étaient caducs et donc que le dollar ne serait plus adossé à l'or. Et immanquablement, donc toutes les monnaies au niveau international n'ont plus été adossées à l'or. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a autant d'inflation, puisque on sait, évidemment, ça a donné naissance à de plus en plus de la monnaie de singe, hein, de la monnaie papier. Et donc, bah, il faut pas s'étonner si, vu que les planches à billets tournent à plein régime, et pas qu'en France d'ailleurs, il est bien évident que tout ça, ça génère de l'inflation et on se rend compte, et bien évidemment aujourd'hui, que bon, on va droit dans le mur avec ça, mais personne, enfin, ou très peu de gens ne tire la sonnette d'alarme. On n'est pas nombreux à tirer la sonnette d'alarme. Mais tout ça, c'est une grande bataille. Ce qu'il faut comprendre, c'est une grande bataille pour garder l'hégémonie du dollar. Et Donald Trump, quand il essaye il vocifère, etc., puisque lui, c'est un grand spécialiste de souffler le chaud une journée, de souffler le froid le lendemain. Euh, Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut garder envers et contre tout l'hégémonie du dollar, mais pas que lui, l'État profond américain aussi. BlackRock et Vanguard, bien évidemment aussi. Alors, pourquoi aussi la Fédération de Russie est en ligne de mire? Mais parce que la Fédération de Russie s'oppose effectivement de plus en plus à l'hégémonie du dieu dollar, dieu entre guillemets, puisque là, Russie et la Chine ont signé des accords il y a peu, commençant à s'autoriser à faire des transactions entre les deux pays en roubles et en yuan. Donc ça, les Américains et les Anglo-Saxons n'aiment pas cela du tout, puisqu'ils veulent absolument garder leur numéro un, leur leadership, pour employer un mot anglais, sur le monde entier. Donc c'est une guerre à mort. C'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est une guerre à mort. Alors après, ce qui est insensé derrière, c'est que malheureusement une guerre fait des millions de victimes. Le conflit russo-otanien via l'Ukraine, on en est à peu près, c'est toujours difficile d'avoir un chiffre exact, mais on en est à peu près à 1 400 000 victimes, civiles et militaires compris, ou du côté russe et du côté ukrainien, tout confondu, ce qui est quand même le conflit le plus sanglant depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Tout ça parce que l'OTAN et les USA avaient des visées de faire reculer encore plus les frontières avec la Fédération de Russie, évidemment, d'aller titiller de plus en plus la Fédération de Russie. Alors que il s'était engagé par un document écrit
en 1990 avec Mikhaïl Gorbatchev et son premier ministre dont le nom m'échappe, et avec le président américain. Alors, sur Internet, beaucoup de gens relate que c'est pas vrai, il n'y a pas eu un document écrit, c'était juste un accord oral, mais pas du tout. Il y a vraiment un document qui a été écrit, comme quoi l'OTAN et les USA s'engageaient à ne pas expandre leur velléité au-delà de l'Allemagne De de l'Ouest. l'Est, Non, de l'Ouest, de c'est-à-dire que l'Ouest. l'Allemagne Voilà, c'est ça. réunifiée, la partie Est de l'Allemagne ne devait pas entrer dans l'OTAN. Voilà, Oui, oui, voilà. bien sûr, bien sûr. Et ce document a été soigneusement mis sous clé par les Britanniques, classé secret défense et mis sous clé, ce qui fait que tout le monde l'a oublié. Sauf que ce document des petits fouineurs, et bravo à eux, l'ont exhumé. Je pense il y a peut-être eu une erreur du gouvernement britannique, il a été déclassifié et du coup, des fouineurs ont vraiment mis la main sur ce document. Et le document, je l'ai quelque part dans mon ordinateur. Et comment Donc, ça se fait que les Russes n'ont pas, eux, puisque s'il y a eu un document, si un document a été élaboré, il a forcément été élaboré avec l'accord des deux parties, donc les Russes devaient oui, en conserver une copie. Ils n'ont pas, eh ils n'ont pas divulgué. ben, je ne sais pas. Alors, soit les Russes n'en ont pas conservé une copie, Oui, ça ce paraît qui est bizarre quand même. possible, hein, ce qui est possible. Hein, à l'époque, c'était quand même euh, un peu trouble quand même, toute cette Mhm. affaire du démantèlement du mur de Berlin. Enfin voilà. Soit effectivement, ils l'ont pas divulgué aussi pour des raisons obscures. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire. En tout cas, côté britannique, ça en revanche, ça on le sait aujourd'hui. Eux, ils l'ont mis sous clé, le document, De toute façon, et même sans document, la parole d'un État vaut. C'est pas parce qu'il n'y a pas un accord. Si les États s'engagent à ne pas faire quelque chose, je veux dire, théoriquement, il n'y a pas besoin d'un accord. La parole de l'État, évidemment, c'est toujours mieux d'avoir un accord, mais la parole de l'État doit valoir. Sinon, sinon ça ne sert à rien que l'État ait une parole. ah bah oui, mais vous savez comme moi que les paroles s'envolent et les écrits restent. Nous C'est toujours, sommes d'accord, mais c'est bon, toujours la même histoire. ça devient très très problématique de négocier euh, si vous n'avez plus confiance en la parole de l'État avec qui vous négociez. Ça devient extrêmement difficile. C'est Euh, exact. Mais côté américain-britannique, j'avoue que leurs paroles sont alors, sujettes à caution. oui, tout à fait, on est d'accord. Alors, vous m'avez parlé tout à l'heure d'une guerre à mort. Ouais. Et vous n'êtes pas le seul à en parler. Laurent Braillard, qui est venu à ce micro au mois de mai, en parle aussi. Et le problème, c'est que c'est quand même une perspective extrêmement sombre parce que une guerre à mort, dans tous les cas, nous sommes au milieu. Je dis nous, Européens. Côté américain ou côté russe et chinois, il peut y avoir un gagnant, mais côté européen, on est perdant à tous les coups. Ah ben ça c'est clair. De toute façon, les Européens, on est déjà ultra perdants. De toute façon, l'Europe, vous savez, elle s'enfonce de plus en plus dans de l'inconsistance vassalisée, voilà, aux anglo-saxons. Ça n'a, le grand problème, c'est que nous en sommes là en Europe occidentale. C'est-à-dire que l'Europe occidentale, on est vraiment les serviteurs des USA. C'est un grand malheur. L'heure tourne, Claude Janvier, et il nous Oui, reste encore un peu de temps, mais je voudrais vous entendre sur sur la France. oui. Et je sais que là non plus, vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose pour mon moral, mais tant pis. Euh, Eh, je voulais vous entendre sur la France, et en ouais. particulier, puisque vous êtes un spécialiste de l'État profond, comment s'organise en sous-main l'élection présidentielle?
que Christian Combaz, qu'on salue, qui est aussi venu à ce micro. Il était à votre place il y a un mois, si j'ai bonne mémoire, et donc qu'il appelle l'élection des délégués de classe. Je trouve que c'est assez Ah, bien trouvé. c'est bien vu. Ouais, mais il a beaucoup d'esprit, Christian Combaz. C'est un type absolument formidable. Et donc donc il y a une élection. Il devrait y avoir une élection présidentielle. On n'en est même pas sûr. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. En France en 2027. Ça se présente comment? Est-ce que l'État profond connaît déjà le nom du prochain président? Est-ce que ou alors est-ce que ça n'est pas choisi? Si oui, comment ça se choisit? Quels sont les enjeux? Alors, ça fait beaucoup de questions en une seule. Je vais tâcher d'être à peu près clair. Si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en France, comme dans tous les pays d'ailleurs, il y a effectivement un État profond. Maintenant, ce qui est nécessaire, peut-être, c'est la clarification de ce qu'est un État profond. C'est quoi un État profond? Un État profond, en fait, c'est la haute sphère du public et la haute sphère du privé. Normalement, ces deux sphères, ces deux hautes sphères devraient être indépendantes et dans les faits, elles le sont rarement. Il y a toujours des collusions entre le public et le privé. Alors après, un pays, ma foi, comme chaque pays a un État profond, c'est presque, je dirais, c'est presque un modus operandi d'un État. C'est-à-dire, à partir du moment où vous avez des hauts fonctionnaires d'État et des hauts dirigeants privés, c'est un État profond. Après, la question, la vraie question, est-ce qu'un État profond va dans le sens de l'amélioration du bien-être des gens, donc l'amélioration du bien public, ou va dans l'autre sens? Et le problème de la France, eh bien, force est de constater que l'État profond français va pas du tout dans le sens de l'amélioration de la France en tant que pays et donc du peuple français, mais va dans le sens contraire. Et ça s'est malheureusement considérablement aggravé avec l'avènement d'Emmanuel Macron en 2017. Pour votre question concernant 2027, l'élection présidentielle, alors, si on s'en réfère à comment Emmanuel Macron a été élu en 2017, c'est quand même ce qui est intéressant de souligner, c'est qu'Emmanuel Macron, qui à l'époque était ministre donc sous François Hollande, ministre donc à Bercy de l'économie et des finances, était un parfait inconnu du peuple français. Donc comment ce monsieur, qui était un parfait inconnu du peuple français, a pu se voir tout d'un coup propulsé au sommet de l'État, et ce pour 2 quinquennats en plus. Eh ben c'est très simple. En fait, c'est très simple. Non, ça l'est quand on connaît les tenants et les aboutissants. Après, pour la majorité des gens, malheureusement, non, c'est pas si simple que ça. En fait, Emmanuel Macron a été choisi par deux financiers. Donc, d'abord les Rothschild Co, parce que dans les Rothschild, il y a plusieurs branches. Donc là, il s'agit de la branche des Rothschild Company, mais aussi par la famille Kravis, qui sont aux États-Unis, qui est une famille multimilliardaire américaine. Ces deux familles ont choisi Emmanuel Macron pour être élu à la présidence française. Il a été choisi parce qu'il servait leurs intérêts. Alors, il a été donc financé par eux et mis en place. Après, les réseaux ont fait le reste. Les réseaux, c'est en France, c'est le Club du siècle, c'est l'Institut Montaigne. C'est aussi un think tank moins connu, les GRAC. Les GRAC, c'est un think tank dit de gauche qui a commencé sa carrière dans les années, à l'époque de François Hollande, qui a repris du service récemment pour justement commencer à regarder qui pourrait être élu en France. Évidemment, derrière, on a toujours les mêmes financiers, c'est-à-dire les Rothschild Co et la famille Kravis, parce que vous savez, une preuve d'ailleurs de la finance, comment ça a pu marcher, et qui a financé donc Emmanuel Macron, je viens de le dire, et comment ils l'ont fait. C'est simple, ils ont mandaté une agence de communication qui s'appelle Still Holt, dirigée par un certain Sylvain Faure, qui est un ami personnel d'Emmanuel Macron. Et cette agence de communication, donc les finances arrivaient de chez Rothschild Co et de la famille Kravis,
Et cette agence de communication a obtenu 8000 articles de presse avant l'élection présidentielle de 2017, plus de 8000 articles de presse écrites, sans compter les interviews télé et les interviews radio. Ce qui veut dire, si vous Oui, voulez, plus la que presse People et autres. voilà, en fait, il y avait du Emmanuel Macron tous les jours à la presse. Donc, à un moment donné, ça a fini par s'imprimer dans la tête des Français. Et voilà comment Emmanuel Macron, un parfait inconnu, est arrivé au sommet du pouvoir. Alors, il a été poussé donc par les deux financiers que j'ai évoqués et par les réseaux. Pour 2027, pour l'instant, on ne sait pas. Les Gracq ont commencé à travailler. Pouvoir me libérer pour aller à leur première journée de casting, j'allais dire. J'ai pas pu y aller, mais s'il y aurait certainement d'autres journées de casting et j'essaierai de me faufiler pour aller voir. Je sais que leur C'est première accessible? journée de casting, ouais, c'est accessible via, enfin bon, bref, je vais pas vous le révéler, mais vous voyez ce que je veux dire, D'accord. quoi. Parce que sinon, ça va pas coller. Ben non, parce que sinon ça va casser le truc, mais Ouais. ça va être un pétard mouillé. Mais par contre, si vous y allez, je compte sur vous pour revenir m'en faire un compte rendu. Alors bah évidemment, mais bien évidemment, mon cher Jacques, c'est promis juré. On reste en Voilà, ça, il n'y a pas de contact. problème. Il n'y a pas de problème. De toute façon, on restera en contact et on reste en contact pour d'autres émissions. Il n'y a pas de souci. Je suis toujours à votre disposition. Mais donc pour en venir à 2027, de toute façon, Emmanuel Macron, il y a pour l'instant, il y a trois possibilités. Soit Richard Ferrand, parce que c'est un de ses amis qui a été placé judicieusement à la tête du Conseil constitutionnel, modifie la Constitution permettant à Emmanuel Macron de briguer un troisième mandat. Ça peut toujours être présent. Il aura un petit peu un souci quand même, Richard Ferrand, pour modifier la Constitution, mais avec eux, avec l'État profond français, Bah, on s'attend à théoriquement, tout. il faut le Congrès, il faut soit réunir le Congrès, sinon c'est référendum. Ça me Ouais, mais paraît. enfin, vous savez, bon, en France, avec pour l'instant, tout est possible, hein. Oui, oui, Je oui, 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 m'attends à bien tout. sûr. Donc ça, c'est une première hypothèse qui vraisemblablement n'arrivera peut-être pas. La deuxième hypothèse, et comme la loi de programmation militaire vient d'être votée, vient d'être entérinée en plus par le Conseil constitutionnel, donc M. Richard Ferrand à sa tête, Qui est élu là pour euh, ça. voilà, la loi de programmation militaire, ce qui est intéressant, c'est que l'article 16, si jamais il y a un état d'urgence, peut être accéléré. Et c'est quoi l'article 16? À ce moment-là, ben, ça veut dire que il y aurait une menace de guerre ou, ma foi, des remous en France. Et à ce moment-là, le président, donc Emmanuel Macron, pourrait toujours invoquer l'article 16, décréter l'état d'urgence et rester quasiment président, pas à vie, mais presque. Un peu comme Zelensky, si vous voulez. Il est président illégitime quand même Bah, en ou comme Ukraine Poutine, du coup, qui depuis deux reste. ans. Alors, pas pour l'article 16, mais pour la reconduction, puisque au départ, Poutine, le mandat de Poutine n'était pas renouvelable plus de 2 fois consécutivement, et puis après, ils ont quand même réussi à modifier la Oui, ben Constitution. là, c'est un accord aussi qu'il a passé avec Medvedev, si j'ai bonne mémoire, hein. Oui, 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 Donc, oui, oui, mais bon, après, il y a eu voilà. le. Bon, bref, mais ça nous amènera Il- un peu loin. Donc vous envisagez tout dans le fond, c'est-à-dire que vous envisagez Ah la. ben, il faut envisager tout, parce qu'à ce moment-là, donc, soit modification de la Constitution, troisième mandat, soit article 16, Emmanuel Macron reste en place, soit dissolution de l'Assemblée nationale juste avant les présidentielles. Les présidentielles, normalement, a été fixée la date, je crois, de mémoire 18 avril 2027, et le deuxième tour de mai, quelque chose comme ça, Oui, c'est ça. 2027. Mais si Emmanuel Macron ordonnait la dissolution de l'Assemblée nationale juste avant, ça créerait une joyeuse confusion. L'élection présidentielle pourrait être reportée, etc. Donc voilà, c'est un peu les trois cas de figure. Après, si aucun de ces cas de figure ne se présente, Emmanuel Macron donc ne se représentera pas, il peut pas. Il essaiera évidemment de propulser un de ses poulains, vraisemblablement Jean Castex, qui est un de ses poulains.
bien que rien n'est sûr aujourd'hui. Gabriel Attal, lui, se présente, mais de toute façon est antagoniste maintenant à Emmanuel Macron, tout comme d'ailleurs Édouard Philippe. Enfin, en ce moment, c'est un peu un jeu de dupes, c'est-à-dire que chacun essaye de tirer la couverture à soi. Il y a à peu près une trentaine d'hommes politiques et de femmes politiques qui se sont prêts à dire bah tiens, je vais me présenter. Enfin, ça devient totalement ubuesque. Il y aurait peut-être aussi même Christine On le Lagarde dit, qui a oui. donné, oui, qui a donné, qui d'une façon assez incroyable, elle a donné sa démission donc de la BCE Ouais. en octobre, si j'ai bonne mémoire, en octobre 2026, donc cette année. Christine Lagarde, j'ai eu quelques articles passés, pourrait être la candidate femme qui pourrait occuper la présidence. Il faut quand même se rappeler aussi que Attali, n'est-ce pas, Avait celui qui dit a... Voilà, que ce serait une bravo. femme. Voilà, il l'avait toujours dit, Mm. et Attali, c'est quand même l'homme qui murmure à l'oreille des présidents depuis Mitterrand. C'est quand même l'homme des réseaux. Bon, il y en a d'aucuns qui disent qui sert plus à rien. Je suis pas tout à fait en accord avec ça. À partir du moment où il est là, il est toujours là. Alors qu'il ne sert Et plus à rien, non. Par contre, je crois qu'il est en très mauvaise santé. Il se dit qu'il est en très mauvaise santé. De sources sûres. c'est possible. Mais tant qu'il est là, ma foi, il peut toujours aussi donner des directives au GRAC, par exemple au think tank, et à ce moment-là, pourquoi pas Christine Lagarde. En fait, tout est réellement possible. Après, il est bien évident que les GRAC, puisque j'évoquais ce think tank, ne veut absolument pas, et là c'est affiché, ils ne veulent absolument pas d'un deuxième tour éventuel entre Marine Le Pen Et Jean-Luc Mélenchon. et Jean-Luc Mélenchon. Ça, Oui. ils n'en veulent pas. Donc, toute la classe politique dans son ensemble va tout faire pour éviter un deuxième tour entre, au départ c'était Bardella, mais comme Bardella, puisque Marine Le Pen a été peut se présenter, donc ça va être plutôt Marine Le Pen contre Mélenchon. Donc il est bien évident qu'on va se retrouver avec un homme ou une femme politique du Sérail, c'est-à-dire du Sérail, du PS ou de la LR, ou bref, ou du centre, bref, les mêmes partis pro-OTAN, Oui, puis en face, Marine Le Pen pro-UE, pour perdre. voilà, pro-anglo-saxon, Voilà. etc. Donc pour l'instant, il n'y a rien à en attendre. Donc, ce que vous Donc êtes en voilà train à de me peu dire, près. c'est que, en tout cas, c'est pas décidé encore. Écoutez, d'après mes analyses, non. Pour l'instant, c'est peut-être un petit peu tôt. Maintenant, ça va commencer à se déchaîner vraiment à partir de septembre, à la rentrée. Donc là, il va falloir effectivement être vigilant sur tout ce qui va se passer. Mais ça, Alors que je pense que, bien évidemment, je vais l'être. excusez-moi, à la même époque, en 2016, c'était l'État profond et les réseaux avaient déjà décidé que ce serait Macron. C'est ça qui est Absolument. intéressant. Alors que Absolument. là, d'après vos analyses, qui sont toujours extrêmement intéressantes, euh, apparemment, la décision sur le profil, si, la décision, elle est prise. C'est-à-dire que ce doit être le même profil que Macron, voire pire. Ce sera probablement pire, d'ailleurs, au niveau répression et tout ça. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en tout cas, le nom, dans les milieux autorisés, n'est toujours pas sorti. Ah, toujours pas, non. Mais ça va peut-être se déchaîner au mois de septembre. Là, faut Et voir à alors, la rentrée. qu'est-ce qui explique ça? Qu'est-ce qui explique ce différentiel selon vous? Parce que Je d'un côté, pense allez-y, je vous en que prie. oui, je pense que ce qui explique ce différentiel, c'est qu'Emmanuel Macron n'a pas envie de partir. Il l'a dit plusieurs fois au cours de ses deux mandats. Il l'a dit. Il a même, et je vais citer ses paroles in extenso. À un moment donné, quand un journaliste lui avait posé la question sur les deux mandats, uniquement deux mandats en France, il avait répondu que c'était une funeste connerie. Oui, je me Et souviens de ça. il l'a dit à plusieurs reprises. Donc, il n'a pas envie de partir. Il a pris goût au pouvoir, il a pris goût aux ors, au RS de la République. Non, il n'a pas envie de partir. Le seul poste qui pourrait peut-être lui convenir s'il partait, ça serait de prendre la place de Madame Ursula von der Leyen. Parce qu'il se verrait bien aussi en chef incontesté de l'Europe et en chef de guerre. Mais
Ben, Ursula von der Leyen, pour l'instant, n'a pas envie de quitter son Elle n'est pas poste. disposée à laisser la place, non? Non, bah non, non, a priori pas. Donc pour l'instant, voilà, Emmanuel Macron, il est un peu tiraillé. Il aimerait bien rester à l'Élysée, mais officiellement il ne le peut pas. Il aimerait bien être, pourquoi pas, président de l'UE, mais il ne le peut pas encore. Donc voilà, c'est pour ça que pour l'instant, c'est un peu flou. Et puis aussi, je pense que les commanditaires, donc les financiers et les réseaux, pour l'instant, n'ont pas encore décidé qui va finir de clouer les derniers clous du cercueil appelé France, quoi. Parce que c'est ça, hein, en Donc, fait. Donc, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que, en fait, c'est pas tellement ce qui empêche de désigner un candidat qui sera élu, c'est l'absence de point de chute d'Emmanuel Macron. Ben, ça joue, si vous voulez. En plus, si vous prenez un point de vue tout à fait privé, imaginez Emmanuel Macron tout d'un coup plus président. Mais il est honni. C'est un président qui est mal aimé, bien Oh, que les médias, ah si si, bien que les médias quand même de on nous masse disait essayent de ça le de faire. Hollande, et puis c'était finalement. Bah, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, au moins dans un premier temps, il va avoir du mal à se promener tout seul, enfin avec Brigitte, dans les rues, sans être un peu conspué, sifflé quand même. Et en plus, il est un peu peureux. Faut savoir que il est un peu parano, il est un peu peureux quand même, hein. Oui, mais il y a Euh, des tas d'endroits où il peut aller se promener. Vous savez, un pays comme la Russie, c'est grand hein, pour se planquer. Hein. mais je le vois pas vraiment aller en Russie. Non, mais il a des Écoutez, tas pour se d'endroits pour. rafraîchir les idées, il pourrait toujours aller à Saint-Pierre-et-Miquelon, vous me direz. C'est tout petit, Ah ouais, mais non, il mais fait là-bas on n'en veut pas. Non, froid. non, 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 là-bas on n'en veut pas. Mais je pense que au Canada, chez son copain Trudeau, même si c'est Oui, plus lui, on est d'accord. il pourrait. Mais au Mais non, mais Delaware, là, chez son copain Biden. je parlais de la France. La France, c'est un peu Ah non, compliqué, non, quoi. non, la France, c'est quoi? C'est un peu compliqué, mais vous Un savez, peu les compliqué, Français. ouais. Enfin, moi, quand je pense que ceux qui murmurent à l'oreille des chevaux nous parlent de ah, Hollande, pourquoi pas? Attends, ils ont oublié ou quoi? Ils ont oublié la cote Ah de popularité de Hollande ben, qui était telle qu'il n'a même pas pu se représenter. Bon, alors on lui a savonné la planche, c'est entendu. Enfin bon, vous savez, les Français auront vite oublié Macron en général. L'avantage, c'est que le successeur est toujours pire que, ou apparaît comme toujours pire que le prédécesseur, ce qui fait que finalement on se dit oh le prédécesseur est pas. Regardez, bon moi personnellement. C'est pas un scoop. Je suis pas socialiste. Je suis pas de gauche. Et avec le recul, pourtant, Mitterrand, c'était une catastrophe à l'époque, hein. Et mais avec le recul, je me dis, ouais, au moins il y avait de la culture, au moins il était quand il parlait, c'était quand même la France qui parlait. ah ben, incontestablement. Je veux C'est-à-dire dire, que le voilà quoi. niveau, bah, depuis le départ de Jacques Chirac, le niveau quand même culturel des présidents, depuis Sarkozy, Hollande, Macron, c'est catastrophique quand même. Ah non, c'est terrible. C'est une véritable catastrophe. À l'époque, quand même, même de Chirac, il y avait quand même de la prestance, il y avait quand même, c'était autre chose. Sarkozy, ça a été déjà une présidence orchestrée par un voyou, parce que c'est un voyou, Sarkozy, Oui. n'ayant pas peur du terme, un voyou criminel. Hollande, c'était plus insignifiant qu'Hollande, on avait du mal à trouver. Et quant à Emmanuel Macron, ma foi, d'une arrogance et d'une suffisance et, euh, et d'une manque de compassion, mais vraiment à un point tel que c'est difficile d'imaginer pire. Mais voilà, le problème, c'est que la France a pris depuis le départ de Jacques Chirac, on est tombé de Carrie dans Scylla, hein, sur tous les points, sur tous les plans, que ce soit industriel, économique, social, culturel, etc., etc. Donc C'est fou.
Je résume, Ouais. et c'est pas pour nous, et c'est pas pour nous remonter le moral, effectivement. Là, de ce côté-là, l'épreuve est ratée, tant pis pour nous. Mais donc, je résume. Nous avons Christine Lagarde qui pourrait très bien, et vous n'êtes pas le premier de qui j'entends ça, qui pourrait très bien se mettre sur les rangs, qui est en tout cas disponible à partir d'octobre de cette année. Ensuite, nous avons Jean Castex qui pourrait très bien jouer le rôle du Medvedev pour conserver son siège bien au chaud à Freluquet pour qu'il puisse revenir en 2032. Bon, C'est un peu ça. C'est ça ouais, même. Ouais, ouais, c'est ouais, ça. C'est d'accord. ça. C'est ça. Et entre les deux, vous avez Attali qui veut que ses prophéties autoréalisatrices se réalisent. Ouais, ben écoutez. Heureusement que je vous invite pas pour jouer le rôle d'antidépresseur, parce que Ouais, mais enfin, vous savez, à la maison, au cours d'un dîner, avec un petit remontant à la fin, ma foi. ah monsieur, ah oui, alors ça, alors ici il y a ce qu'il faut. Oui, Ici, ça, je sais, je sais. ici il y a ce qu'il faut. Vous êtes bien sûr Claude Janvier, le bienvenu à Moscou quand vous voulez, puisque j'ai pris goût au lieu de faire des interviews en distanciel, j'ai un peu pris goût, puis j'ai acheté du matériel surtout pour le faire, de faire des entretiens dans mon bureau ici. Donc vous êtes vraiment le bienvenu si vous voulez. Bah, si un jour je reviens en Russie, parce que j'y étais en septembre l'année dernière, hein. Ah, c'est juste, oui, c'est vrai. Vous auriez. J'y étais en septembre l'année dernière, j'avais été invité par un press tour, et donc nous avons passé quelques jours à Moscou, et 3 jours dans le Donbass quand même, immergé dans le Donbass, oui. Ouais. Bon, vous auriez quand même pu me faire signe. Quand même. La prochaine fois, si vous faites ça, si vous passez à Moscou sans me faire signe, je le prendrai mal. Et très honnêtement, je vous avouerai de vous à moi que j'ai pas eu beaucoup de temps Les press tours, libre. non, non, les press tours vous laissent pas du temps. C'est honnêtement, ça a été un dense, vraiment dense. Et puis donc, écoutez, c'était pas que voilà. Mais Non, non, promis, non. Promis. Allez, si rendez-vous est pris. le jour où je reviens, je vous appelle. Ça Promis, marche. juré. Ça marche. Claude Janvier, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation, surtout qu'en plus vous avez vraiment répondu très vite. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Vous avez votre ronde serviette ici désormais. Vous revenez quand vous voulez et de toute façon, je ne serai pas sans vous réinviter au cours de l'année qui vient parce que j'ai vraiment et je suis sûr que les auditeurs et spectateurs aussi ont beaucoup de plaisir à entendre vos analyses. Donc vous m'avez dit qu'un livre est en préparation pour la fin de l'automne, c'est ça? Fin de l'automne, début de l'hiver. De toute façon, vous serez averti, je vous en enverrai un exemplaire. Ben, c'est extrêmement gentil, je vous remercie. Puis on en En fera PDF. part. Voilà, c'est En ça, PDF, exactement. Ouais, bien ben, sûr. eh bien, écoutez, on en fera part. Alors, il faut savoir que je lis absolument tout ce qu'on m'envoie et que, en général, par courtoisie, j'en parle. Donc, Eh ben, écoutez, bien volontiers, je vous l'enverrai en PDF dès qu'il sera sorti. c'est Promis. génial. Vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup, Claude Janvier. Merci à vous. C'est un plaisir. Partagez.